Let's see what we got. All the way up. Go! Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it. He's got it. Chauncey Billups hits the three. With a steal and the drive. Lays it up. Lays it in. Count that baby. And a foul. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast exclusivement dédié à l'histoire et à la culture des Detroit Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans l'histoire de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et si vous suivez ce podcast depuis le début, eh bien déjà merci beaucoup pour votre soutien, mais surtout, vous savez qu'avec les chroniques, j'aime assez bien mélanger les différents sujets. À côté des très grandes performances ou des très grands moments, comme par exemple les 16 points en 94 secondes d'Isaiah Thomas en 84, la construction des Bad Boys ou les années Grant Hill, j'ai aussi dédié d'autres épisodes sur des sujets moins connus, comme par exemple la draft ratée du lycéen Corleone Young, le mafieux Jack Molinas ou la disparition tragique de Bison Dele. Et puis de temps en temps, je profite aussi de ce support pour faire des épisodes un peu hors série où j'essaye de voir au-delà de seulement les Detroit Pistons. J'ai déjà dédié 2 épisodes à ces sujets-là, à savoir la venue de Mandela à Détroit en 1990 et un grand état des lieux du basket à Détroit avant l'arrivée des Pistons. Et donc, l'épisode du jour sera également quelque chose d'hors format, notre 3e, épisode un peu spécial. Et avec cette chronique numéro 24, nous allons parler pour la toute première fois ici de basket féminin et de WNBA dans ce podcast. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas forcément mon domaine de prédilection, je suis même carrément à ranger dans la catégorie des novices, mais je me suis donné pour mission de ne pas faire trop d'erreurs avec ce podcast. En fait, même si je n'ai pas le même rapport avec la WNBA qu'avec la NBA, je trouve que cette ligue, elle est vraiment super intéressante à suivre, et surtout que ça tombe bien pour nous, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'il y avait au tout début de cette ligue une équipe à Détroit, et en plus une très très bonne. Cette équipe, c'était le Détroit Shock, et c'est de son histoire dont nous allons parler aujourd'hui. Dans cette chronique donc un peu spéciale, on va s'intéresser à tout le parcours de cette franchise de basket féminin à Détroit, à ses 3 titres WNBA en 2003, 2006 et 2008, et jusqu'à sa disparition avec son déménagement à Tulsa en 2010. Donc, même si vous n'avez à la base aucun affect avec la WNBA, honnêtement, écoutez quand même cet épisode. Vu que c'est une ligue qui est plutôt jeune par rapport à la NBA, il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de petites histoires incroyables et d'idées qui bousculent les codes. En fait, c'est un peu comme les débuts de la NBA dans les années 50, 60, 70 où il y avait plein d'innovations, plein de trucs qui se passaient. Donc, comme peut-être beaucoup d'entre vous, moi je suis un quasi néophyte et plus j'en apprends, plus je trouve cette ligue très intéressante. Alors, si vous m'avez fait confiance dans les chroniques jusque-là, écoutez cet épisode et vous me direz après que finalement, c'était pas si mal. Avant même de commencer à dire quoi que ce soit, je vous invite, une fois que vous aurez fini ce podcast, à vous intéresser à 2 acteurs très importants de la WNBA chez nous en France. Je balance là ces 2 noms que personnellement je suis, mais il y en a peut-être d'autres que j'oublie ou que je vois pas. En tout cas, eux, ils font un énorme taf et si jamais, à la fin de ce podcast toujours, vous voulez entendre parler beaucoup plus de basket féminin, c'est vers eux qu'il faut aller. Alors, tout d'abord, on a WNBA France, @WNBA France sur Twitter, qui a un compte Twitter super actif et un podcast qui s'appelle She Got Game, où toute l'équipe se retrouve pour parler basket féminin. Et puis l'autre média à suivre, c'est Swish Swish, alors @_Swish_, alors qui a un super site web, www.swish-swish.net, qui est, je trouve, une porte d'entrée incroyable sur la WNBA. Clairement, ces gens-là sont des pointures de la WNBA et c'est aussi chez eux que j'ai pioché plusieurs informations pour ce podcast. Donc c'est pour ça qu'au tout début, je voulais vous orienter vers les personnes qui comptent. Bref, maintenant que j'ai fait cette recommandation,
il faut quand même qu'on pose quelques bases sur la WNBA avant qu'on parle plus spécifiquement du choc. Comme je vous l'ai dit en intro, la WNBA c'est une ligue assez jeune, puisque la toute première saison s'est jouée en 1997 avec seulement 8 équipes, et d'ailleurs à cette époque-là, il n'y avait pas encore le Détroit Shock. Et comme dans toutes les nouvelles ligues, les équipes ont bougé plusieurs fois, ce qui fait qu'entre 97 et aujourd'hui, à cause des expansions, des rachats, des déménagements et autres, des équipes présentes depuis le premier jour, il ne reste que 3 équipes. Donc le New York Liberty, dont on a parlé justement à l'épisode 22, les Los Angeles Sparks et le Phoenix Mercury. Voilà. Et dans la WNBA d'aujourd'hui, il y a 12 équipes divisées en 2 conférences, l'Est et l'Ouest comme en NBA, avec des équipes qui se jouent plusieurs fois par saison. Et comme en NBA, l'objectif, bien sûr, c'est de se qualifier en play-off. Mais là, à ce moment-là des play-offs, les conférences ne comptent plus, et c'est les 8 meilleures équipes qui se qualifient. Et après, c'est la guerre. Les équipes classées 5, 6 et 7 et 8 se rencontrent au premier tour, et tout se joue sur un seul match. Ensuite, place au deuxième tour, où les 2 sortants retrouvent les équipes classées 3 et 4, toujours pour un seul match. Et enfin, les 2 qui se sortent de ce bourbier retrouvent les équipes classées 1 et 2 en demi-finale, cette fois au meilleur des 5 matchs. Les 2 vainqueurs, bien sûr, se retrouvent en finale pour désigner le champion au meilleur des 5 matchs. Donc, si vous finissez premier ou deuxième de la saison régulière, en fait, vous pouvez être champion en jouant seulement 2 tours. Alors par contre, si vous finissez plus loin, il faudra jouer 4 tours, dont 2 matchs à élimination directe. Donc vraiment, c'est la guerre. Et pour info, ce système a été mis en place en 2016 pour plusieurs raisons. D'abord, pour avoir les meilleures équipes possibles en finale, ça c'est logique, pour faire les meilleures audiences possibles sur ESPN, et aussi pour mettre de l'enjeu dès le début avec des séries qui se jouent en un match éliminatoire. Mais personnellement, je trouve que c'est loin d'être une mauvaise idée quand on voit par exemple les premiers tours de conférence Est ou Ouest en NBA depuis plusieurs années qui n'ont aucun suspense, ça finit par des 4-0, des 4-1, on sait très bien qui va se qualifier. Et la dernière chose à savoir avant de parler du choc, c'est que la WNBA a eu la très bonne idée de caler ses saisons plus ou moins sur les pauses NBA. C'est-à-dire que la saison de basket féminin a lieu entre mai et octobre. Et je vous le précise, parce que pour nous c'est encore plus simple, ça va nous permettre de parler en année au lieu de saison. Là où la saison NBA se joue de novembre 2019 à juin 2020, donc on est obligé de dire la saison 2019-2020, la WNBA c'est juste 2020 tout court. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Bien, donc maintenant que vous savez à peu près où vous mettez les pieds, on va parler du Détroit Shock. Comme je vous le disais en intro, le Shock manque la toute première saison de WNBA en 97, mais fait partie des 2 nouvelles franchises qui intègrent la ligue lors de son expansion en 1998 pour sa 2e saison. Et le Shock, quand il est créé, c'est en quelque sorte la petite sœur des Pistons, puisque les 2 équipes sont gérées par le même propriétaire, à savoir Bill Davidson, et évoluent toutes les 2 au Palace d'Auburn Hills. Le Shock donc apparaît en 1998 et pour diriger son équipe, Davidson choisit Nancy Lieberman à qui il offre la double casquette de general manager et de coach. Alors Nancy Lieberman, c'est une des plus grandes légendes de ce sport. Elle a gagné à peu près tout ce qui était possible de gagner à l'université à l'époque où il n'y avait pas de professionnalisme. Elle a accumulé les médailles avec l'équipe nationale américaine jusqu'à être élue au Hall of Fame en 1996, le Hall of Fame où sont élus les joueurs de basket de NBA. Et lors de la toute première saison de WNBA, Lieberman est même draftée par le Phoenix Mercury alors qu'elle a quand même déjà 39 ans. Bref, après une vingtaine de matchs, elle passe de l'autre côté du terrain et pour sa première saison à la tête du Shock, donc la première saison de la franchise en WNBA, Lieberman se débrouille pas si mal, puisque Détroit finit en positif avec 17 victoires pour 13 défaites. Ce bilan ne suffit pas malheureusement à accrocher les playoffs, et globalement le Shock a quand même tout d'une équipe qui se lance avec un roster pas forcément très bien construit, qui ressemble plus à un empilement de vétérans et de rookies, imaginez une équipe d'extension quoi, mais le public de Détroit s'intéresse de suite à cette équipe, puisque le Palace compte à peu près 10 000 spectateurs, même un peu plus, par match. En fait, le seul problème du Shock, c'est l'écart de niveau en WNBA avec des équipes très 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 fortes et d'autres vraiment plus faibles, ce qui l'empêche d'attraper les playoffs la première année. Et assez logiquement, le niveau s'affine en 2e année et cette fois-ci, le Shock se qualifie en playoffs même s'il gagne moins de matchs. Derrière le Liberty de New York qui finit premier à l'Est, il y a 3 équipes avec le même bilan, c'est pour vous dire à quel point c'est serré, de 15 victoires pour 17 défaites. Il y a le Shock,
il y a le Charlotte Sting et il y a le Orlando Miracle. Et c'est Orlando qui passe à la trappe et Détroit qui joue le premier match de play-off de son histoire contre Charlotte. Il perd malheureusement 60-54, mais au moins les bases du projet pour la deuxième année sont bien posées. Enfin, c'est seulement ce qu'on pensait parce qu'en 2000, pour sa troisième saison, le Choc gagne encore moins de matchs, rate les playoffs, mais surtout, il y a un scandale qui éclate dans les vestiaires sur la fin de saison avec carrément une sorte de mutinerie dans les vestiaires contre le coach Lieberman. Sur la fin de cette saison 2000, plusieurs joueuses du Choc auraient dénoncé à la direction que leur coach entretiendrait une relation amoureuse avec une des joueuses de l'équipe, la rookie Anna DeForge. Bon, suite à cette dénonciation, Tom Wilson, le président des Pistons et du Choc à l'époque, a logiquement demandé des comptes à son coach Lieberman, qui a nié, 2 fois d'ailleurs, mais bon, évidemment, ça a mis un sacré bordel dans le vestiaire. Alors, on passe sur le fait que Lieberman était déjà mariée et qu'elle avait 42 ans contre 25 pour DeForge, après tout, elles font bien ce qu'elles veulent, mais le vrai problème dans l'histoire, c'est que les cadres du Choc, et c'est pour ça qu'elles ont dénoncé la direction, considéraient qu'Anna DeForge était avantagée par son coach du fait de leur liaison. Et effectivement, la question pouvait peut-être un peu se poser. Déjà, la manière dont DeForge avait atterri à Détroit était un peu suspecte. Personne n'avait voulu la recruter depuis que l'American Basketball League, la ligue concurrente de la WNBA dans laquelle Anna DeForge jouait, avait coulé en 98. Donc, pendant un an complet, Anna DeForge ne jouait plus au basket jusqu'à ce qu'elle rencontre Lieberman, qui l'invite dans un camp de pré-saison du Choc où elle sera la seule parmi plus de 100 joueuses présentes à obtenir une invitation dans l'équipe, déjà. Et puis en cours de saison, DeForge est passée de rookie non drafté à joueuse titulaire sur une dizaine de matchs alors qu'elle ne tournait en moyenne qu'à 3 points et 0,7 passes décisives. Il semblerait bien que DeForge avait un temps de jeu supérieur à ce que son niveau devait lui offrir. Et il se dit même que Tamisha Jackson, meneuse rookie du Choc draftée à la 8e place, était peut-être laissée volontairement sur la liste des blessés par Lieberman pour pouvoir faire jouer DeForge qui jouait au même poste qu'elle. Et en fait, Lieberman et DeForge ne se cachaient pas vraiment. En déplacement, elles s'échangeaient les clés de leur chambre d'hôtel et DeForge aurait même habité chez Lieberman sur la fin de la saison 2000. Et l'excuse officielle, c'était qu'elles préparaient ensemble un camp d'été. Bon, devant tant de bruit évidemment, le management du Choc n'a pas pu fermer les yeux, le contrat de Nancy Lieberman n'a pas été renouvelé et Anna DeForge a carrément quitté la WNBA. Pourquoi tu mens? Je mens pas. Alors pourquoi tu pleures? Je pleure pas. Après tout le bazar de la saison 2000, le Choc veut repartir du bon pied en 2001. Greg Williams, l'ancien assistant de Lieberman, devient le nouveau coach de la franchise et surtout, Détroit draft en 6e position Dina Nolan qui deviendra l'une, sinon la joueuse carrément la plus importante de l'histoire du Choc. Alors quand vous aurez une minute, allez jeter juste un œil sur la cover que j'utilise habituellement pour les chroniques de Motor City. Quand j'ai commencé à créer ce support, je voulais qu'on y retrouve toutes les composantes de Détroit. Donc j'ai mis la statue The Spirit of Detroit qui est un symbole de la ville, j'ai mis Isaiah Thomas et Joe Dumars, j'ai mis Grant Hill, Chuck Daly, Tom Gore, qui est le propriétaire, j'ai mis Bob Lanier pour les années 70 et j'ai même la mascotte de l'époque Fort Wayne. Et puis, comme je savais qu'un jour j'allais faire ce podcast sur le Choc, j'ai ajouté une image de Dina Nolan. C'est une joueuse que je trouve incroyable, même si je n'ai vu malheureusement que très peu d'images d'elle. Et en plus, elle est née à Flint dans le Michigan, ce qui a fait qu'elle est vite devenue l'une des préférées des fans. Il y a donc plein de bonne volonté, sauf que la saison 2001 de Détroit a juste été horrible. 10 victoires pour 22 défaites et la dernière place de la WNBA à égalité avec 3 autres équipes. Le public déserte le Palace d'Auburn Hills avec seulement 5000 spectateurs de moyenne. Et le vrai problème, c'est que la saison 2002 commence aussi mal que la précédente. Le Choc perd ses 10 premiers matchs avant de décider de bouger enfin et de finalement virer Greg Williams. Et celui qui le remplace, vous le connaissez, puisqu'on a parlé de lui et de sa méchanceté lors du tout dernier épisode des Chroniques de Motor City. Oui, c'est Bill Laimbeer. Laimbeer, qui est l'ancien pivot des Bad Boys, il avait déjà mis un pied dans l'organisation du Choc en devenant consultant spécial de l'équipe cette saison-là. Mais bon, à cause des résultats catastrophiques, le front office lui a proposé de prendre l'intérim après le départ de Williams. Et avec Laimbeer, le Choc
fait quand même une remontée plutôt correcte en gagnant 9 matchs et en perdant 13. Alors bien sûr, si vous ajoutez les 10 défaites inaugurales, ça donne le pire bilan de la WNBA, et pourtant c'est quand même le début de la très bonne période pour le Shock. Vu ses bons résultats, l'Embir se voit proposer le poste de coach à temps plein et accepte à une seule condition, que le front office mette les moyens et n'hésite pas à faire venir les joueuses que Bill Laimbeer estime nécessaires pour gagner. Dans son projet, Laimbeer change quasiment tout. Il conserve juste les quelques joueuses qu'il a dans son roster et qui lui ont donné satisfaction, comme Dina Nolan, Helen Powell et surtout l'extraordinaire rookie Swin Cash qui est nommé capitaine de l'équipe carrément. Il draft Cheryl Ford avec le pick 3 et ensuite il monte quasiment un roster complet avec des trades. Ruth Riley, Kendra Holland-Korn, Sheila Lambert débarquent dans le Motor City cette année-là et vont toutes être extrêmement productives pour Détroit. Et d'ailleurs, au tout début de la saison 2003, Laimbeer fait dans la provoque et annonce que le Shock, qui est le pire bilan de 2002, je vous le rappelle, sera carrément champion en 2003. Alors ok, nous on le connaît Bill Laimbeer, on sait qu'il a toujours été une très grande gueule, mais il se trouve que sur ce coup-ci, il avait parfaitement raison. Détroit fait une très très bonne année. Il gagne 25 matchs pour seulement 9 défaites, ce qui fait 7 victoires de plus que le second à l'Est. Dina Nolan, Swin Cash et Cheryl Ford sont All-Stars. Cheryl Ford est d'ailleurs élue Rookie de l'année et Bill Laimbeer Coach de l'année. C'est une année extraordinaire pour le Shock. Évidemment, le Shock retourne en play-off pour la seconde fois de son histoire. Et pour la toute première fois, les joueuses de Détroit réussissent à passer un tour en battant les Cleveland Rockers 2 manches à 1. Oui, parce que le format de play-off avait encore changé. En finale de conférence, Connecticut est sweepé 2-0 et le Shock atteint la finale de la WNBA. Et en finale, Détroit doit faire face aux Los Angeles Sparks, double champion en titre, mené par l'une des meilleures joueuses de l'histoire, Lisa Leslie, en plein dans son prime. Donc autant dire que le Shock arrive en outsider, et de toute façon pour eux, c'est déjà énorme d'arriver à ce niveau. Et pour la petite histoire, le coach des Sparks, c'est Michael Cooper, ancien joueur des Lakers, l'équipe qui a affronté 2 fois de suite les Bad Boys et Bill Laimbeer justement, en finale NBA en 88 et en 89. Dans cette série, l'avantage du terrain sera la clé pour le Shock, qui perd le premier match à Los Angeles 75-63 et qui gagne sur le fil au Palace 62-61. Tout se joue donc dans un match 3 décisif, une nouvelle fois au Palace d'Auburn Hills. Et ce match, il sera suivi par 22 076 spectateurs, ce qui représentera la plus grande affluence pour un match de WNBA. Et grâce à ce soutien populaire, et surtout grâce aux 27 points de Ruth Riley qui est élu MVP des finales, le Shock de Bill Laimbeer bat les Sparks et gagne ce titre WNBA 2003. Avec ce titre, Détroit devient donc la première équipe de l'histoire à passer de la dernière place à champion d'une année sur l'autre. Évidemment, le parallèle à faire avec les Pistons champions un an plus tard en 2004 est assez logique, puisque les deux équipes sont des outsiders, sans énormes stars, et les deux battront en finale 2 équipes de Los Angeles archi favorites et pleines de stars. Sauf que la comparaison peut s'arrêter là, puisque l'histoire devient très différente pour les 2 équipes. Là où les Pistons retournent en finale l'année suivante et enchaînent les finales de conférence, le Shock, lui, aura des résultats bien plus irréguliers, mais avec d'autres titres au bout. En 2004, donc les filles du Shock sont championnes en titre, mais elles n'arrivent pas à confirmer. Elles jouent vraiment beaucoup moins pendant toute la saison régulière, avec une attaque qui marque 6 points de moins en moyenne par match. Au final, le bilan est tout juste équilibré, et Détroit finit 3e à l'Est, pour finalement dégager dès le premier tour contre le New York Liberty en perdant 2-1. Peut-être que les filles ont moins la faim de gagner maintenant qu'elles sont championnes, mais il faut aussi dire quand même qu'elles avaient quelques circonstances atténuantes, puisque le Shock a dû faire les playoffs sans sa meilleure scoreuse Swin Cash, qui s'est blessée au ligament 2 matchs à la fin de la saison régulière. La saison suivante, le Shock ne se reprend pas vraiment, et en gros, vous pouvez considérer que 2005, c'est à peu près un copier-coller de 2004. Le Shock est toujours moins efficace en attaque, finit cette fois-ci en négatif, 16-18, et sort une nouvelle fois au premier tour en se faisant sweeper 2-0 par Connecticut.
Il y a quand même deux choses intéressantes à retenir à la fin de cette saison 2005. D'abord, Bill Laimbeer est en train de transformer cette équipe qui était d'abord et avant tout résolument offensive en l'une des meilleures défenses de la WNBA et ça lui ressemble quand même un peu plus. Et de l'autre, c'est que justement Laimbeer se fait désormais assister de son binôme de l'époque des Bad Boys, Rick Mahorn, qui débarque à Détroit chez le Shock en tant qu'assistant coach. Et donc, on commence la saison 2006 et au milieu de cette saison, le Shock fête un autre petit événement. La franchise WNBA de Détroit accueille lors d'un match contre Connecticut son millionième fan à passer les portes du Palace d'Auburn Hills, le tout pour seulement son 124e match à domicile. Alors voilà, au-delà de l'anecdote un peu sympa du chiffre, ce résultat prouve aussi et surtout que le basket féminin a réussi à s'implanter à Détroit, alors que c'était clairement pas évident à première vue, puisque la ville comptait déjà des équipes dans chacun des sports majeurs masculins, et qu'en plus, l'autre équipe de basket, donc les Pistons, surfaient eux aussi à cette période sur une très bonne dynamique. Et ce soutien populaire a peut-être fait du bien, parce qu'en tout cas, à la fin de la saison régulière, le Shock s'est bien repris et a gagné 23 matchs pour finir deuxième à l'Est. Détroit retourne enfin en play-off après 2 saisons blanches et sweep le Indiana Fever 2-0 au premier tour. En finale de conférence, Détroit retrouve Connecticut et s'impose 2-1, ce qui permet au Shock de retourner enfin en finale WNBA. Sauf que depuis le titre du Shock il y a 3 ans, les règles ont encore changé et les finales se jouent maintenant au meilleur des 5 manches. Ces finales, le Détroit Shock le joue contre les champions en titre, les Sacramento Monarchs, et heureusement, encore une fois, Détroit a l'avantage du terrain, comme en 2003. Pourtant, ça commence mal, puisque les filles de la Motor City perdent largement le premier match au Palace, 95-71. Même si elles égalisent en gagnant le match 2, elles partent à Sacramento pour 2 matchs avec l'obligation d'en gagner au moins un si elles veulent rester en vie. Et c'est ce qui se passera heureusement au match 4, alors qu'elles sont menées 2-1, quand le Shock va carrément écraser les Monarchs de 20 points, 72-52, ce qui leur offre la possibilité de jouer un match 5 décisif et justement à Détroit, ce fameux avantage du terrain. En plus, la dynamique a changé de camp et Détroit bat Sacramento 78-73 et gagne une deuxième fois le titre WNBA. Comme en 2003, ce titre est plein de premières. C'est la première équipe de WNBA à remporter plusieurs titres non consécutivement. C'est la première finale à aller au match 5. Et c'est la première équipe à remporter la finale après avoir été menée 2 matchs à 1. Et à noter que c'est l'idole d'Ina Nolan, en plus, qui est élue MVP des finales. On connaît le dicton, derrière chaque homme qui réussit, il y a une meuf badass. Moi, en l'occurrence, le cerveau des coups les plus fumants de Monsieur J. Ce titre marquera le début d'une ère de domination pour le Shock. L'année suivante, en 2007, Détroit fait encore mieux que l'année précédente en gagnant 24 matchs, ce qui les place carrément en tête de toute la WNBA. Et contrairement à 2004 où les filles n'avaient pas su confirmer après leur titre, cette fois-ci le back-to-back est dans les têtes de tout le monde. Mais avant d'aborder les playoffs, il y a quand même quelques remous en interne chez le Shock. Et les principales questions concernent Swin Cash, taulière de l'équipe bien sûr, mais handicapée par une hernie discale depuis les playoffs 2006. Cash, elle peine à retrouver le niveau de ses 3 premières années et dans le vestiaire, ça commence à passer de moins en moins bien avec Bill Laimbeer. En fait, après chacun de ces matchs un peu moyens, la presse de Détroit titre sur sa baisse de régime, parle de manque d'investissement et imagine même une embrouille avec Bill Laimbeer. La réalité, elle est plus simple, c'est qu'en cours de saison, Swin Cash a appris, lors d'une visite classique chez les médecins de l'équipe pour sa hernie, qu'elle avait une tumeur sur l'un des reins et qu'elle devrait être opérée à la fin de la saison. Cette information-là, Swin Cash a choisi de ne pas en parler à personne carrément dans le vestiaire, hormis à son coach Bill Laimbeer. Donc on a une joueuse qui est très très importante, mais qui a un physique diminué avec une hernie, plus un mental évidemment affecté à cause de sa tumeur, et pourtant elle se tait et Swin Cash assume en play-off, et grâce à elle entre autres, le Shock retourne en finale, même si le parcours n'est pas super évident. Il gagne 2-1 contre le Liberty au premier tour, puis de nouveau 2-1 contre le Fever d'Indiana, à chaque fois en ayant perdu le premier match. Au moins, le Shock montre qu'il a de la ressource et ira jusqu'au match 5 en finale contre le Phoenix Mercury. Détroit mènera même 2-1, mais va tout gâcher malheureusement avec une défaite d'un tout petit point à Phoenix, mais surtout une grosse défaite
92-108 dans un match 5 dans un Palace d'Auburn Hills plein à craquer qui voulait revivre un 3e titre comme en 2003 et en 2006. Cette défaite en finale, elle va laisser des traces. Et à l'intersaison 2008, Swin Cash demande son transfert et va partir, ce qui est bien sûr un peu compréhensible après la difficile année 2007 qu'elle a passée. Détroit est donc obligé de laisser partir une de ses cadres. Elle part à Seattle contre le 4e pick de la draft, ce qui permet au moins de rajeunir un tout petit peu le roster de Bill Laimbeer. Mais, il faut le dire par contre, une fois que la perte de Swin Cash est digérée, eh bien, le Shock réalise une autre très très bonne saison en 2008 avec 22 victoires pour 12 défaites, soit le meilleur record de la conférence Est. Mais, une nouvelle fois, vous commencez à en avoir l'habitude, la saison du Shock est chamboulée. Cette fois-ci à cause d'une bagarre à la toute fin d'un match entre Détroit et Los Angeles en juillet 2008. Alors je vous raconte l'histoire. Après un lancer franc, Plennette Pearson du Détroit Shock et Candace Parker des Los Angeles Sparks s'accrochent et tombent toutes les deux au sol. Pour situer un petit peu, Candace Parker, c'est un peu la nouvelle star de la WNBA. Elle est draftée par Los Angeles avec le premier choix cette année-là, et à la fin de la saison, elle finira à la fois MVP et Rookie de l'année, un peu à la Will Chamberlain. Et en fait, Candace Parker, elle avait déjà commencé à se chauffer avec d'autres joueuses du Shock quelques minutes avant cette bagarre. Bref, comme après chaque accrochage, il y a un attroupement, comme chez les mecs, d'une dizaine de joueuses qui se forment. Mais le problème, c'est que les choses dégénèrent quand Rick Mahorn, l'assistant coach du Shock, je vous le rappelle, se lève de son banc. Alors visiblement, c'était pour essayer de calmer tout le monde, sauf que, dans la confusion, Mahorn fait tomber Lisa Leslie, la joueuse du Sparks. Alors, juste pour comparer, Rick Mahorn, c'est 2,08 m pour 108 kg, et encore ça c'était quand on était joueur, maintenant on doit être plus proche des 120-130, alors que Lisa Leslie, c'est 1,96 m pour 77 kg. Voilà, c'est pas très équilibré. Et même si la bagarre est pas vraiment violente, et ben cet incident avec Mahorn et le fait que ça se passe de nouveau au Palace d'Auburn Hills 4 ans après Malice at the Palace, et ben ça fait parler énormément, très négativement du Shock. Et le pire dans l'affaire, c'est que la pauvre Cheryl Ford du Shock s'est blessée au ligament en essayant de retenir Pearson. Elle a dû quitter le terrain en fauteuil roulant, les images sont assez tristes, et bien sûr, cette blessure a mis fin à sa saison. Voilà, pour ceux qui veulent voir cette bagarre, je vous la mets en description de ce podcast. Mais sachez qu'après cette baston, bien sûr, la WNBA a distribué les sanctions. Plennette Pearson a pris 4 matchs pour avoir initié la bagarre. Rick Mahorn en a pris 2. Et les joueuses du Shock, Sherry Sam, Helen Powell, Tasha Humphrey et Kara Braxton ont chacune pris un match. Vous ajoutez à ça la blessure de Pearson, et il se trouve que le Shock s'est retrouvé avec trop peu de joueuses dans le roster pour jouer le match suivant contre Houston. Et vous savez qui a été signé pour un contrat de 7 jours histoire de faire le nombre ? Eh bien, Nancy Lieberman, l'ancienne coach, qui en a profité pour battre à 50 ans son propre record de longévité. Elle a joué contre Houston un match, elle a joué 9 minutes pour 2 passes décisives et 2 pertes de balles. Bon, heureusement, les choses sont rentrées dans l'ordre au moment des playoffs. Je vous parlais de 3 ans de domination pour le Shock, et bien en 2008, Détroit est une nouvelle fois retourné en finale, sa 3e finale consécutive. Après 2 victoires 2-1 contre Indiana et contre le New York Liberty, le Shock a complètement roulé sur les San Antonio Silver Stars, portant le meilleur bilan de toute la WNBA. Le Shock a sweepé les Silver Stars 3-0 pour s'offrir son 3e et dernier titre WNBA. Je dis dernier titre puisque malheureusement, l'année 2009 marquera la fin d'une époque pour le Shock. C'est la fin de cette série de succès, c'est la fin de Bill Laimbeer, mais c'est aussi carrément la fin du Shock à Détroit. On va revenir sur tout ça et on commence par Bill Laimbeer. Malheureusement, à peine 3 matchs après le début de cette saison 2009, Bill Laimbeer choisit de quitter le Shock un peu dans la surprise générale. En fait, Laimbeer, c'est tout simple, il est en poste depuis 2002 et maintenant il espère décrocher un poste de coach en NBA et considère qu'il ne pourra pas se focaliser entièrement sur le Shock avec cette idée en tête. Donc même avec ce timing un peu bizarre, on peut quand même considérer que c'est plutôt honnête et effectivement Laimbeer finira par prendre fin août un poste d'assistant coach de Kurt Rambis chez les Timberwolves, un poste d'ailleurs qu'il gardera pendant 2 ans. Par contre, chez les joueuses, les sentiments sont un peu mitigés, avec d'un côté Dina Nolan qui pense que Laimbeer aurait dû se décider avant le début de saison, et de l'autre Cathy Smith qui soutient publiquement la décision de son coach. En tout cas, le Shock choisit la stabilité, puisque c'est Rick Mahorn, le premier assistant de Laimbeer, qui prend les rênes de la franchise.
Et McNasty va plutôt faire du très bon boulot, puisque même si une nouvelle fois le Shock n'a pas une saison facile, les résultats vont être corrects. Mais bon, cette fois, pas de scandale, pas de baston, mais simplement juste une cascade de blessures qui empêche Détroit d'avoir un roster complet toute l'année. Mais une nouvelle fois, ces forfaits permettent une toute petite nouvelle histoire sympa, puisque un peu à la manière du retour surprise de Nancy Lieberman l'année précédente, cette fois-ci, c'est Anna DeForge, justement, qu'on avait perdu de vue depuis son départ en 2000, qui est recrutée dans un contrat de 7 jours en plein milieu de la saison. DeForge, en fait, elle était déjà revenue en WNBA en 2003 avec le Mercury, et avait même été élue All-Star en 2004 et en 2007. Bref, pour la 7e année consécutive, le Shock réussit à se qualifier en play-off en finissant 3e à l'Est. Au premier tour, le Dream d'Atlanta est sweepé 2-0, ce qui permet à Détroit de jouer sa 4e finale de conférence consécutive. Et en face des filles du Shock, c'est le Indiana Fever, qui est leader à l'Est, et du coup qui est quand même très favori. Détroit gagne le premier match, Indiana le deuxième. Et pour le match 3 décisif, Larry Bird, qui est à l'époque GM des Pacers, achète carrément 9000 tickets et les offre aux fans de l'équipe. Et sûrement, grâce au soutien de ces 18 165 spectateurs, le Fever, qui atteint ce niveau pour la première fois, s'impose 72-67 et malheureusement prive Détroit d'une 4e finale WNBA consécutive. Pour parler de la fin du Shock à Détroit, je dois revenir au 13 mai 2009, juste avant le début de la saison WNBA. Bill Davidson meurt à 86 ans. Bill Davidson, c'est le propriétaire des Detroit Pistons, mais aussi l'homme à la tête de la société nommée Palace Sports and Entertainment, dans laquelle on trouve justement les Pistons, mais aussi le Palace de Burn Hills et le Détroit Shock. Et en fait, l'héritière de Davidson, sa femme Karen, elle n'est pas vraiment intéressée par la gestion d'une si grosse compagnie, ce qui explique pourquoi elle la met en vente quasiment immédiatement. Mais avant de vendre la société en 2011 à Tom Gore, Karen Davidson s'est d'abord débarrassée du Shock. Et le 20 octobre 2009, on apprend que le Shock est vendu à Bill Cameron et à David Box, deux hommes d'affaires d'Oklahoma City, à la tête d'un groupe nommé Tulsa Pro Hoops, qui avait pour unique but d'installer une équipe WNBA dans l'Oklahoma pour la saison 2010. Et c'est pour ça que le Détroit Shock, après 11 ans dans la Motor City, a été démonté pièce par pièce pour être reconstruit à Tulsa, dans l'Oklahoma. L'histoire du Détroit Shock se termine après 3 titres et quelques belles histoires. Et si on compare avec ce qui va arriver à Tulsa, c'est quand même bien plus remarquable. Je vous explique. Pour lancer cette nouvelle page, le nouveau Shock donc engage Nolan Richardson, qui est un homme qui n'a jamais entraîné ni de femmes ni de pros, mais qui pense révolutionner la WNBA avec un jeu très rapide et très nerveux. Et pour mettre son idée en pratique, il a l'idée un peu étrange de recruter l'ex-sprinteuse Marion Jones, triple médaillée d'or en sprint au JO de Sydney en 2000. Alors au-delà du fait que Marion Jones n'avait plus joué au basket depuis son cursus universitaire en 1994 et qu'elle avait déjà 35 ans, elle est surtout connue pour avoir avoué s'être dopée aux stéroïdes en 2007 et pour avoir été condamnée à 6 mois de prison ferme pour parjure dans l'affaire Balco. Donc vous imaginez bien qu'avec des bases si bancales, évidemment ça ne pouvait que mal se passer, d'autant que les 3 cadres de l'époque Détroit n'ont pas voulu faire le déménagement à Tulsa. Cathy Smith est partie comme agent libre à Washington parce qu'elle ne voulait pas du tout s'enterrer à Tulsa. Cheryl Ford, elle est partie jouer en Europe. Et Dina Nolan a mis sa carrière entre parenthèses. Donc sans surprise, la saison 2010 a été une catastrophe pour le Shock de Tulsa, avec seulement 6 pauvres victoires, soit le pire bilan de l'histoire de la franchise. La saison suivante, Richardson et son jeu censé être révolutionnaire sont obligés de démissionner assez vite, puisque l'équipe ne gagne qu'un match en 11 rencontres. Quelque temps après, c'est Marion Jones qui quitte l'équipe elle aussi. Ok, elle allait vite, plus vite que les autres, sauf qu'elle n'avait pas du tout le niveau pour jouer en WNBA, et qu'en 47 matchs, elle tournait à 8,6 minutes, 2,6 points, 1,3 rebonds et 0,5 passes décisives. Pendant 5 saisons, le Tulsa Shock aura un bilan négatif et évidemment ratera les playoffs. Il faudra attendre 2015
pour voir l'équipe en positif et encore, cette année-là, le choc se fera sweeper au premier tour. À ce moment-là, Bill Cameron admet son erreur de base et choisit de déménager de nouveau l'équipe. Il se trouve que les fans de basket ne se sont jamais déplacés pour voir jouer le choc à Tulsa et ils n'ont pas du tout réussi, ne serait-ce qu'à approcher ce qu'avait réussi le choc à Détroit, ce qu'avait réussi Dylan Nolan, Bruce Riley, Swin Cash, Bill Laimbeer et tous les autres dans la Motor City. Et avec au moins ce nouveau déménagement, le nom choc disparaît définitivement puisque la nouvelle équipe repart d'une page blanche et s'appelle depuis 2015 les Dallas Wings. Et voici qu'on arrive maintenant à la fin de ce long podcast. Je suis vraiment content d'avoir réussi à dédier tout un épisode aux filles du choc et plus globalement à la WNBA. Personnellement, je l'ai pris énormément de plaisir à écrire ce podcast, à m'en renseigner sur ces histoires, à regarder les matchs du choc à chaque fois que c'était possible. Et j'espère avoir rendu hommage à cette équipe 3 fois titrée, quand même en à peine 11 ans d'existence. J'espère aussi qu'à vous, cet épisode un peu hors série vous a plu, et que même si cette fois-ci on n'a pas parlé spécifiquement des Pistons, il y a quand même quelques têtes, Laimbeer, Mahorn, etc., que vous avez reconnus. Voilà, pour ceux qui découvrent ce podcast, sachez que cet épisode et tous les autres sont à retrouver partout, sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Si vous utilisez Apple Podcasts chez vous, je vous invite s'il vous plaît à aller dans la rubrique notes et avis pour laisser une petite note et un petit commentaire sur les chroniques de Motor City. Ça aiderait beaucoup à faire découvrir le podcast. Et sinon, comme d'habitude, parlez-en simplement autour de vous. Surtout qu'on voit aujourd'hui qu'on aborde des sujets très variés qui peuvent plaire un peu à n'importe qui. Donc voilà, merci beaucoup. En attendant le prochain numéro, je vous invite comme d'habitude à me retrouver sur Twitter @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci vraiment pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique.